Nous sommes au début des années 2000, sur l'autoroute A75, non loin de Clermont-Ferrand, en pleine nuit d'hiver. Il est environ 2 heures du matin, la route est déserte. La brume s'épaissit à mesure que l'on monte dans les hauteurs du Massif central. Un automobiliste roule seul quand soudain ses phares illuminent une silhouette noire au milieu de la chaussée. Il freine brusquement. Devant lui se tient une créature d'environ 2 mètres, bipède au corps massif avec 2 cornes recourbées sur le crâne. Sa peau semble absorber la lumière comme une ombre solide. Ses yeux terrifiants fixent l'homme avec une intensité glaçante. Avant qu'il ne puisse réagir, la créature disparaît dans un éclair rouge, comme si elle s'était volatilisée dans l'air. Le véhicule cale, l'homme reste figé, incapable de bouger pendant plusieurs minutes, puis il reprend ses esprits, redémarre et quitte la zone à toute vitesse. Ce témoignage, d'abord confidentiel, est relayé plus tard dans un forum spécialisé sur les phénomènes inexpliqués. Ce qui surprend les enquêteurs, c'est que d'autres automobilistes rapportent des visions similaires dans la même zone au fil des années. Une silhouette cornue, des yeux terrifiants, une disparition soudaine. Certains évoquent même des pannes mécaniques inexpliquées ou des sensations de suffocation en traversant ce tronçon. Les sceptiques parlent d'hallucinations dues à la fatigue ou à des illusions d'optique dans le brouillard, mais pour ceux qui ont vu cette entité, il ne fait aucun doute que quelque chose rôde sur l'A75, quelque chose qui n'a rien d'humain. Certains racontent aussi avoir entendu un bruit sourd, comme un grondement métallique, juste avant l'apparition. Les chauffeurs poids lourds affirment avoir aperçu des ombres mouvantes au bord de la route. Nous sommes en novembre 1966 à Point Pleasant, une petite ville tranquille au cœur de la Virginie occidentale. Depuis quelques semaines, l'ambiance est étrange. Les gens parlent de rumeurs et disent qu'une créature effrayante avec des yeux rouges apparaît près de l'ancienne usine TNT, un vieux site militaire abandonné. Au début, personne ne croit vraiment à ces histoires, mais maintenant, les habitants commencent à avoir peur. Marcella, une jeune femme de 26 ans, décide d'aller rendre visite à des amis, la famille Thomas. Ils habitent près de l'usine abandonnée. Elle emmène sa fille Dina, qui a 4 ans. Le trajet se passe bien. Il fait nuit quand Marcella gare sa voiture devant la maison des Thomas. Elle sort du véhicule avec sa fille dans les bras. Et là, quelque chose attire son regard. Une silhouette est là, immobile près de la maison. La jeune femme regarde mieux et elle a très peur. Devant elle, il y a une créature. Elle est grande, plus large qu'un humain normal. Sa peau est grisâtre et ses yeux sont rouges, brillants, comme de flammes. Il la fixe avec une force étrange. La créature ne bouge pas. Elle a des ailes repliées dans le dos. Elle ressemble à des ailes de papillon, mais aussi à celles d'une chauve-souris. Marcella sent son cœur battre très fort. Elle a peur, une peur profonde, comme si cette chose voulait lui dire qu'elle n'est pas la bienvenue. Elle serre sa fille contre elle et court vers la maison. Elle trébuche sur les marches, manque de tomber, mais réussit à entrer. La créature ne la suit pas. Elle reste dehors, silencieuse, comme une ombre dans la nuit, puis elle disparaît sans bruit. À l'intérieur, la jeune femme est sous le choc. Elle ne parle pas, ses mains tremblent. Elle regarde dans le vide. La famille Thomas voit qu'elle est bouleversée. Eux aussi ont vu des choses étranges ces derniers jours. Ils croient tout de suite ce qu'elle raconte. Cette rencontre reste gravée dans la mémoire de cette dernière. Elle développe une peur de la nuit et elle fait des crises d'angoisse pendant des années. Des journalistes et des enquêteurs viennent lui poser des questions. Ils veulent savoir ce qu'elle a vu. Marcella dit plus tard que la créature voulait peut-être lui transmettre un message. Elle ne sait pas lequel, mais elle sent quelque chose au fond d'elle. Nous sommes dans l'Utah, au cœur du bassin de Uinta, sur un territoire lié aux Navajo. Là-bas se trouve un ranch isolé appelé Skinwalker Ranch. Son nom vient des Skinwalkers, des sorciers dont la légende dit qu'ils peuvent se transformer en animaux. Depuis longtemps, cet endroit est connu pour des phénomènes étranges, apparitions mystérieuses, animaux mutilés, lumière dans le ciel, créatures bizarres et même des ovnis. En 1993, Terry et Gwen Sherman s'installent sur le ranch avec leurs enfants. Ils espèrent y vivre tranquillement, mais très vite, leur vie devient un cauchemar.
Peu après leur arrivée, Terry voit un loup énorme s'approcher de l'enclos. Au début, il semble calme, mais soudain il attaque un veau. Terry tire sur lui plusieurs fois, mais les balles n'ont aucun effet. Le loup repart lentement, comme s'il était invisible. Les vaches de la famille sont retrouvées mortes, mutilées avec une précision étrange. Il n'y a pas de sang, pas de lutte. Certains sont vidés de leurs organes, d'autres ont des trous parfaits dans le crâne. Des boules de lumière apparaissent souvent au-dessus des champs. Elles semblent intelligentes, parfois elles suivent les animaux ou les humains. Terry raconte qu'une orbe a tué 3 de ses chiens, retrouvés carbonisés. Dans les bois, la famille voit des silhouettes inquiétantes. Certaines ressemblent à des hommes-loups, d'autres à des êtres rampants avec des yeux jaunes. Terry dit avoir vu une créature reptilienne sortir d'un portail lumineux suspendu dans l'air. Des voix sont entendues, sans qu'il y ait quelqu'un. Des objets disparaissent puis réapparaissent. La famille a sans cesse l'impression d'être observée. En 1996, les Sherman décident de vendre le ranch à Robert Bigelow, un milliardaire passionné par le paranormal. Il installe une équipe de chercheurs pour étudier les phénomènes. Plus tard, un livre intitulé Hunt for the Skinwalker raconte les expériences de la famille et les enquêtes menées sur place. Certains pensent que le ranch est lié aux Skinwalker, ces sorciers capables de changer de forme. D'autres croient que les phénomènes sont liés aux extraterrestres, aux portails vers d'autres dimensions ou encore à des forces psychiques que la science ne comprend pas. On raconte aussi que des militaires auraient observé des objets volants étranges au-dessus du ranch et que des caméras installées par les chercheurs ont filmé des anomalies lumineuses qui disparaissent sans explication. Des témoins disent avoir vu des créatures invisibles qui laissent des traces dans la neige ou des animaux effrayés qui refusent d'approcher certaines zones. Aujourd'hui, le Skinwalker Ranch est célèbre dans le monde entier. On dit que les phénomènes ne se sont jamais arrêtés, que les lumières apparaissent encore, que des animaux meurent mystérieusement et que les habitants du bassin d'Uinta évitent toujours de s'approcher de ce lieu maudit. Nous sommes dans le Maryland, dans les années 1950. Les habitants de Bowie parlent d'une créature étrange. Autour de Fletchertown Road et de Governor's Bridge, des gens entendent des cris effrayants, trouvent des voitures couvertes de griffures et disent qu'ils voient une silhouette inquiétante près du pont. Peu à peu, une rumeur naît, c'est le Goatman, l'homme bouc. On raconte qu'il rôde dans les bois du comté de Prince George, qu'il attaque parfois les chiens et qu'il se cache sous les ponts en attendant ses victimes. Certains disent qu'il aime poursuivre les couples qui s'arrêtent en voiture, qu'il brandit une hache et qu'il pousse des cris semblables à ceux d'une chèvre. Un soir, des adolescents vont au pont. Ils s'installent, ils discutent, ils mettent de la musique. Soudain, des cris stridents résonnent dans la forêt. Ils pensent qu'un animal est blessé. Ils sortent de la voiture avec leurs lampes. Ils voient une silhouette énorme, plus de 2 mètres. La créature a une tête de bouc, des yeux brillants, un corps musclé et poilu, et des pattes arrière de chèvre. Certains disent qu'il tient une hache ou un objet métallique. Elle hurle puis disparaît dans les bois. Les adolescents paniquent et fuient en voiture. Le lendemain, ils découvrent des griffures profondes sur le capot de leur voiture. Près du pont, on trouve des empreintes étranges. D'autres habitants racontent qu'ils voient la même créature dans les bois. Parfois, on retrouve des animaux mutilés, surtout des chiens. Dans les années 1970, l'homme bouc apparaît dans des articles et attire l'attention des passionnés de mystère. Des enquêtes sont menées, mais aucune preuve solide n'est trouvée. Pourtant, la créature devient une figure du folklore du Maryland. Le pont est surnommé Goatman Bridge. On raconte qu'il aime terroriser les jeunes, qu'il poursuit les voitures et qu'il rôde dans les bois en laissant derrière lui des traces de griffes et des empreintes étranges. Mais la légende ne s'arrête pas au Maryland. Au Texas, près du Old Elton Bridge, on parle aussi d'un homme bouc. Là-bas, on raconte qu'un éleveur de chèvres nommé Oscar Walburn est pendu par des hommes jaloux, mais que son corps disparaît mystérieusement. Depuis, on dit que son esprit revient sous la forme d'un bouc, qu'il hante le pont et qu'il attire les curieux pour les effrayer. Les habitants appellent ce lieu Goatman Bridge, et certains affirment qu'ils voient des lumières étranges ou qu'ils entendent des bruits de sabots dans la nuit. Dans le Kentucky, une autre version existe. On parle du Pop Lake Monster, une créature mi-homme mi-bouc qui vit près d'un vieux pont ferroviaire. On dit qu'il hypnotise les gens pour les attirer sur les rails et que certains meurent en tombant ou en étant frappés par un train. Là encore, les habitants racontent des cris, des apparitions et des silhouettes inquiétantes.
Nous sommes en juin 1988, dans la Caroline du Sud, près de Scape-House Swamp, une zone marécageuse dense bordée de bambous sauvages. L'endroit est peu fréquenté, mais devient soudain le théâtre d'un phénomène étrange. Des voitures sont retrouvées griffées, des animaux sont effrayés et des témoins parlent d'une créature reptilienne, humanoïde, qui rôde dans les bois. Dans la nuit du 29 juin, Christopher Davis, âgé de 17 ans, rentre chez lui après son travail dans un fast-food. Il conduit sa Toyota quand un pneu crève sur une route isolée, longeant le marais. Il s'arrête, descend et commence à changer la roue. L'atmosphère est lourde, silencieuse, et il a l'impression d'être observé. Alors qu'il termine, il aperçoit une silhouette étrange sortir du marais, une créature bipède d'environ 2,10 mètres, avec une peau verte et cailleuse, des yeux rouges brillants, des griffes acérées et une démarche rapide. La créature court vers lui. Pris de panique, Christopher saute dans sa voiture. La créature attrape la poignée de la portière, mais le jeune homme parvient à démarrer et à s'enfuir en zigzagant. Il affirme que la créature a poursuivi la voiture sur plusieurs mètres. Le lendemain, des griffures profondes sont retrouvées sur sa voiture. Des empreintes inhabituelles sont relevées près du marais et d'autres témoins, comme Mary Way, rapportent des dommages similaires sur leur véhicule. La presse locale et nationale s'empare de l'affaire. Des chasseurs armés fouillent les marais. Une station de radio offre une récompense d'$1 million pour la capture de l'homme lézard. Le shérif local, sceptique mais attentif, prend les témoignages au sérieux, et bientôt la créature devient une figure emblématique du folklore de Caroline du Sud, surnommée aussi le Bishopville Monster. Certains disent qu'ils ont vu la créature traverser la route la nuit, d'autres racontent qu'elle attaque les voitures garées près du marais et qu'elle laisse derrière elle une odeur étrange, semblable à celle du soufre. Plusieurs hypothèses circulent. Certains pensent qu'il s'agit d'une créature cryptide inconnue, d'autres croient à un canular collectif ou à une hystérie médiatique. Certains disent que c'est un animal mal identifié, comme un ours ou un iguane, et d'autres encore parlent d'hallucinations dues à la peur et à l'isolement. Mais aucun élément concret ne permet de trancher le mystère. Nous sommes en 1995 dans le quartier historique de Florence. Un homme d'une 50aine d'années, originaire de Siena, marche tard dans la soirée pour rejoindre un ami. Il traverse les ruelles étroites près de la Piazza della Signorina. L'atmosphère est calme, presque figée, comme si le temps s'était ralenti. Alors qu'il s'engage dans une ruelle peu éclairée, il aperçoit une silhouette étrange au bout du passage. Pensant d'abord à un sans-abri, il s'approche prudemment, mais ce qu'il voit le glace. Une créature humanoïde haute de 2 mètres, avec de grandes ailes sombres, des sabots fendus et un visage déformé presque animal. Ses yeux incandescents semblent le transpercer. La créature ne bouge pas, mais elle l'observe intensément, puis dans un souffle rauque, elle prononce des mots dans une langue inconnue. Le son est guttural, métallique et résonne dans sa tête. Pris de panique, il recule, trébuche et lorsqu'il se relève, la créature s'évapore dans une fumée noire, laissant une odeur de soufre et une sensation de froid intense. Le témoin bouleversé raconte son histoire à son ami, puis à un prêtre, qui lui conseille de ne plus jamais revenir dans cette ruelle. Il affirme que pendant des semaines, il fait des cauchemars récurrents, voyant la créature dans ses rêves, toujours silencieuse, toujours présente. Ce témoignage isolé est relayé dans certains cercles ésotériques italiens comme une rencontre avec une entité démoniaque ou interdimensionnelle. Aucune explication rationnelle n'est apportée et la ruelle reste évitée par quelques initiés. Des habitants disent avoir entendu des bruits étranges dans les vieilles pierres ou vu des ombres passer près des églises désertes. La légende raconte que Florence cache encore des passages souterrains où rôdent des esprits noirs et que parfois ils apparaissent dans les ruelles pour rappeler leur présence. Nous sommes en 1995 à Porto Rico durant l'été. La chaleur est très forte, mais ce n'est pas le pire pour les habitants de Canovanas, une petite ville entourée de forêts tropicales. Ce qui les inquiète, ce sont des événements étranges qui arrivent depuis quelques semaines. Ça a commencé avec des rumeurs. Des éleveurs trouvent leurs animaux morts le matin, des chèvres, des poules, des chats, des chiens. Mais ce ne sont pas des morts normales. Les corps ne montrent pas de lutte, pas de morsure habituelle. Ce qui est terrifiant, c'est qu'ils sont tous vidés de leur sang.
On voit seulement 2 petits trous, souvent au niveau du cou ou du thorax. En quelques semaines, plus de 150 bêtes sont retrouvées dans cet état. La peur s'installe. Les gens commencent à parler d'une créature inconnue qui rôde la nuit. On lui donne un nom, El Chupacabra, ce qui veut dire le suceur de chèvres. Le nom circule partout, dans les rues, les marchés, les écoles, mais personne ne sait à quoi il ressemble jusqu'au 15 août. Ce jour-là, dans le quartier de Barrio Campo Rico, une jeune femme, Madeleine Tolentino, vit quelque chose qui changea sa vie. Madeleine aide sa mère à s'installer au premier étage de leur maison. Il est environ 16 heures, le soleil commence à descendre. En regardant par la fenêtre, elle voit une voiture qui recule en vitesse, comme si le conducteur était effrayé par quelque chose. Elle regarde mieux et elle voit une créature étrange. Celle-ci ne bouge pas, elle mesure environ 1,20 m. Sa peau est gris-vert, comme celle d'un reptile. Ses yeux sont noirs, obliques, sans pupilles. Il semble absorber la lumière. Elle a 2 jambes fortes, comme un animal prêt à sauter, et 2 bras levés, comme si elle voulait attaquer. Mais ce qui choque Madeleine, c'est son dos. Une rangée de plumes rouges aplaties qui se dressent comme des pics quand elle bouge. La créature se déplace en sautant, comme un kangourou. La jeune femme a très peur, elle se met à crier. La créature semble surprise, se retourne et court vers la forêt. La mère d'Adeline et un voisin entendent le cri et essaient de la suivre, mais elle disparaît dans les bois. Un autre témoin dit plus tard que les plumes ont changé de couleur, comme un signal d'alerte. En 2010, un chercheur en créatures mystérieuses, Benjamin Radford, enquête sur le cas. Il découvre que Madeleine a vu un film peu avant son témoignage, un film qui parle d'un monstre. Le monstre du film ressemble beaucoup à ce qu'elle décrit. Radford pense que le film a peut-être influencé son récit, mais cette idée ne suffit pas à expliquer les animaux morts ni les autres témoignages sur l'île. Quoi qu'il en soit, l'histoire se répand dans le monde entier. Nous sommes dans les années 1980, près du réservoir de Strawberry. Dans l'Utah, 2 frères passionnés de spéléologie décident d'explorer une grotte reculée. L'endroit est isolé, difficile d'accès et peu cartographié. Ils veulent découvrir une cavité encore inexplorée, attirés par les rumeurs locales qui parlent d'étranges phénomènes dans les montagnes environnantes. Avec plusieurs heures de marche et d'escalade, ils trouvent une ouverture étroite dissimulée derrière des rochers. En rampant à l'intérieur, ils débouchent sur une galerie souterraine vaste, aux parois lisses, comme polies par le temps. Ils avancent prudemment, éclairés par leur lampe frontale, jusqu'à atteindre une salle plus large où le silence devient oppressant. C'est là qu'ils les voient, 3 silhouettes humanoïdes immobiles au fond de la cavité. Elles mesurent environ 2 mètres. Leur peau est sombre, presque noire. Leurs yeux brillent d'un rouge intense comme des braises. Les créatures ne bougent pas, mais les frères ressentent une présence envahissante, comme si leurs pensées étaient sondées. L'un d'eux affirme plus tard avoir entendu une voix froide et neutre dans sa tête, qui disait « Vous n'êtes pas les bienvenus ». Pris de panique, il recule lentement. Les créatures restent là, silencieuses, puis s'enfoncent dans une fissure du mur, comme aspirées par les ténèbres. Les frères quittent la grotte en courant incapables de comprendre ce qu'ils viennent de vivre. Pendant des semaines, ils font des cauchemars, rêvant de ces yeux rouges et de cette voix intérieure. Ils ne retourneront jamais dans cette région. Leur témoignage relayé plus tard dans des forums spécialisés reste l'un des plus troublants associés au réservoir de Strawberry. Aucun scientifique n'a pu expliquer ce qu'ils ont vu et la grotte demeure introuvable. Les habitants disent aussi avoir vu des lumières étranges dans les montagnes ou entendu des sons métalliques venant du sol. Nous sommes dans les forêts du nord du Québec dans les années 1980, une région sauvage glaciale et peu peuplée où les légendes autochtones sont encore très présentes. Le Wendigo, selon les traditions algonquiennes, est un esprit maléfique qui incarne la faim insatiable, le froid et l'isolement. Il est décrit comme un humanoïde décharné aux yeux blancs, à la peau glacée et parfois doté de bois de cervidés. En hiver 1983, près de la rivière Rupert, un chasseur expérimenté dans la quarantaine part seul dans une zone boisée et reculée. Le silence est total, mais il ressent une présence étrange. Il a l'impression d'être observé.
En scrutant les arbres, il aperçoit une silhouette immobile, à moitié dissimulée derrière un tronc. Il décrit une créature humanoïde, anormalement grande et maigre, avec une peau grisâtre tendue sur les os, des yeux blancs, sans pupilles, qui brillent dans l'ombre, et une démarche silencieuse presque flottante. La créature ne bouge pas, mais le chasseur est envahi par une terreur viscérale, comme si son instinct lui criait de fuir. Il quitte les lieux précipitamment. Les jours suivants, il affirme avoir été suivi. Il retrouve des empreintes étranges autour de son campement. Il entend des murmures dans la nuit sans source identifiable, et il sent une odeur fétide semblable à de la viande pourrie. Il rêve de visions de cannibalisme qu'il ne comprend pas. Il finit par abandonner son expédition et ne retournera jamais dans cette zone. Les anciens des communautés autochtones racontent que le Wendigo est lié à la faim et au froid, qu'il prend possession des hommes isolés et les pousse à la folie et au cannibalisme. D'autres pensent que ce sont des hallucinations dues à l'isolement extrême, au manque de nourriture et au froid intense. On raconte que le Wendigo est toujours là, qu'il observe les voyageurs, qu'il suit les chasseurs solitaires et qu'il se nourrit de leur peur. Les habitants du nord du Québec disent qu'ils évitent certaines zones boisées en hiver, car ils ont peur de croiser le Wendigo. Nous sommes en été 1977 en Australie. Il fait très chaud et sec, comme souvent dans les régions reculées de la Nouvelle-Galles du Sud. Là-bas, un couple australien décide de passer quelques jours dans la nature, loin du bruit de la ville. Ils installent leur campement dans une clairière entourée de grands eucalyptus et de buissons épais. Il fait très calme, on entend seulement les insectes et les feuilles qui bougent doucement. La journée se passe bien. Le soir, le couple va dans sa tente pour dormir tranquille. Mais vers minuit, tout change. Un bruit fort se fait entendre, comme si des branches se cassent sous un poids lourd. Ensuite, on entend des grognements profonds qui résonnent dans la forêt. Le couple pense d'abord à un sanglier ou à un kangourou. Ils sont curieux mais prudents. Ils sortent de la tente avec une lampe torche pour voir ce qui se passe. Ce qu'ils voient les fait très peur. À la limite de la clairière, une créature se tient debout. Elle marche sur deux jambes. Elle mesure environ 2,30 m. Elle est très grande et très large. Son corps est couvert de poils noirs et épais. Elle ressemble à un animal sauvage, mais ce sont ses yeux rouges brillants qui font le plus peur. Ils reflètent la lumière de la lampe et semblent regarder le couple avec une intelligence sombre. Elle marche lourdement. Chaque pas laisse une grande empreinte dans le sol, plus de 40 cm. Puis elle pousse un cri étrange, un mélange de rugissement et de hurlement. Ce cri fait trembler l'air. Il ne ressemble à rien de connu. La créature traverse le campement. Elle n'attaque pas, mais elle ne quitte pas le couple des yeux. Elle les regarde comme pour dire « Vous n'êtes pas chez vous ici ». Le couple a très peur. Ils courent jusqu'à leur voiture. Ils laissent tout derrière eux, la tente, le matériel. Ils démarrent vite et fuient sans se retourner. Le lendemain, ils reviennent avec des amis. Ce qu'ils trouvent les confirme dans leur peur. Des empreintes profondes dans le sol, très grandes, des branches cassées à hauteur d'homme, une odeur étrange, forte et musquée qui reste dans l'air. Un spécialiste, Rex Gilroy, vient les rencontrer. Il est cryptozoologue et il étudie les créatures mystérieuses. Il pense que ce témoignage est très crédible. Les empreintes ressemblent à d'autres cas dans la région. Les détails correspondent à la description d'une créature légendaire qui vivrait dans les forêts australiennes. Le cryptozoologue dit que cette créature pourrait être un ancien hominidé, une espèce préhistorique qui aurait survécu dans les endroits les plus isolés du continent. C'est une idée fascinante, mais il n'y a pas de preuves officielles. En tout cas, pour ce couple australien, cette nuit restera gravée dans leur mémoire.